Localement, en Ile-de-France, on est à peu près, contrairement à la représentation nationale, on est vraiment sur une majorité de feuillus, mais écrasante. C'est-à-dire qu'on a 93% de la surface régionale qui est feuillue. La récolte de bois, pour entamer vraiment la filière et puis se tourner vers le matériau bois, avant juste d'aller vers l'agroforesterie, vous voyez, en Ile-de-France, sur ce qui est commercialisé, vous avez une production biologique, donc ça c'est ce que produit chaque année en fait la surface de bois en volume, 1 500 000 m3 de bois à l'année. Donc ça en fait c'est ce qu'on fait, c'est ce que la nature fait toute seule. C'est-à-dire que c'est pas le forestier qui va faire pousser la quantité de bois, c'est la photosynthèse. Et on récolte finalement sur l'accroissement, vous savez le petit cerne qu'il y a autour de chaque arbre, les quelques millimètres ou quelques centimètres de pouce sur le rayon ou sur le diamètre de l'année, là-dessus on ne récolte que 60-70% en fait de l'accroissement. Ça veut dire que chaque année la forêt en fait s'accroît en volume sur chaque hectare. Ça c'est une donnée importante à avoir. Tout comme au niveau national, petit aparté, entre la Révolution et aujourd'hui, on a doublé la surface de bois en France. La forêt continue à s'accroître. Juste pour vous montrer en fait qu'au niveau des termes qu'on va évoquer après, bois énergie, bois d'industrie, bois d'œuvre, on est plutôt sur une diminution en fait de la récolte. Non pas pour des questions parce qu'il n'y a plus assez de bois, simplement pour des questions de filière. On va l'évoquer après. Juste une petite carte pour vous situer un peu sur la région où est l'essentiel de la récolte. Vous voyez, on a le massif de Rambouillet de Fontainebleau qui est assez prépondérant. Et puis on a aussi donc en fait les extrêmes les plus boisés finalement. Si on mettait une carte de la surface de la forêt, ça serait à peu près identique. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui effectivement le bois sort de forêt, mais il peut sortir d'ailleurs. Donc les entreprises sur la filière en fait, regardez l'Île-de-France et l'Aucentre, vous ne voyez pas trop de petits points, c'est-à-dire que la plupart des entreprises de première transformation dans la filière, qui est finalement le premier maillon après que l'herbe sorte de la forêt ou des champs, c'est hors Île-de-France. On a un gros souci en fait de tissu en entreprise. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que les bois voyagent beaucoup. Alors même si c'est lourd et on peut parler de carbone, etc., malgré tout, les prix de marché qui sont plutôt stables sont liés aussi au fait que le bois finalement voyage. Et même si on a des gros soucis de transport en Ile-de-France, vous le savez très bien quand vous prenez votre voiture pour aller au boulot le matin, il y a beaucoup de relations finalement intérieures-extérieures, donc les principaux axes pour sortir de la région sont assez utilisés. Aujourd'hui, le constat est là. Il y a par contre pas mal d'initiatives locales. Il y en a une, la CIC du Gâtinais, pour ceux qui connaissent le parc naturel de région du Gâtinais, qui va être à nouveau débouché pour un certain nombre de bois en fait, issus de forêts ou autres. Il y a pas mal d'autres initiatives locales qui arrivent également. On a quand même un bois de chauffage qui se porte bien, vous le savez tous quand vous l'achetez, si vous l'achetez. C'est quand même, il y a un tarif local quand même qui est assez élevé, donc on arrive facilement à couler la matière. Juste sur la partie finalement un petit peu agroforestière et agricole, il faut bien penser à une chose. Là on parle de bois d'œuvre et finalement de ce qui sort vraiment en crème, vraiment la plus grosse valeur. Et vous avez quand même beaucoup d'autoconsommation finalement aussi dans les systèmes de l'arbre dans les champs. Alain l'a évoqué tout à l'heure, par le BRF pour éventuellement pailler, par le bétail éventuellement qui consomme du fourrage. Je vais maintenant parler un petit peu du bois. Au niveau des arbres, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un arbre, on ne peut pas lui faire que du bois d'œuvre. Forcément il a une tête, forcément il a une survie. Donc il y a toujours une proportion en fait entre toutes les qualités, d'accord? Même si on met les meilleurs moyens pour suivre un arbre, il y a toujours une proportion qui peut se bouger un petit peu, mais irréductible, on va dire, de bois, d'énergie, de charpente, etc. Donc après, finalement, ça va être lorsque vous allez vendre en tant que producteur, qu'il va falloir s'attacher à prendre le temps de faire les choses correctement pour valoriser au mieux. Grossièrement, en forêt aujourd'hui, si on parle de moyenne, la qualité A, c'est-à-dire la meilleure que vous avez en bas, on est sur un pourcentage de 3-5% du volume qui est en qualité A. En qualité B, on est autour de 17-20%. La qualité C, c'est la majorité de ce qui est produit, c'est autour de 50%, et le D, c'est donc vraiment ce qui est au-dessus, c'est autour de 30-20-30%. Rapidement encore sur l'utilisation du bois, pour que vous ayez quelques notions quand même.
Vous avez donc le bois d'œuvre, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui était en tranchage, déroulage, etc. Tranchage, c'est surtout pour faire du plaquage en ameublement ou salle de conférence ou autre utilisation les plus nobles finalement. En gros, si vous coupez, prenez votre râpe à légumes, vous tranchez une betterave, bon voilà, on fait pareil avec un arbre, sauf que c'est très fin et c'est la figuration finalement qui donne la valeur. Le déroulage, c'est un petit peu l'inverse. Au lieu d'être passé sur une grappe, vous mettez votre crayon dans un taille-crayon, on sort également une feuille qui va servir à l'emballage, à du contreplaqué ou d'autres choses, une feuille qui est un peu plus épaisse. C'est ces usages-là qui ont le maximum de valeur. Tout à l'heure, on va avoir des valeurs plus importantes, mais la majorité du volume, sur le bois d'œuvre, en général en forêt, en France, on a des valeurs de 40 à 500 euros du mètre cube sur pied. Juste pour vous montrer encore une autre diapo, vous voyez votre arbre saucissonné en plusieurs parties, vous avez une flèche rouge là, en fait c'est le premier défaut. Il faut que vous sachiez que 50 à 80% de la valeur de l'arbre, finalement, elle est avant ce petite branche là qui se voit à peine des fois à l'œil nu. D'ailleurs, les marchands de bois ont vite fait de vous la montrer. C'est vraiment avant ce défaut que se fait la plus grosse valeur, je disais 50 à 95%. Donc, dans l'arbre forestier ou agroforestier, on va s'attacher finalement à soigner au maximum la bille de pied. Ce qu'on appelle la bille de pied, finalement, c'est la base du tronc. Donc, il faut que notre défaut, et finalement, on le porte le plus haut possible. Alors, en forêt, c'est assez facile parce qu'il y a un contexte d'arbres autour, et on le verra tout à l'heure, la forme qui prend naturellement, mais hors forêt, on ne peut pas faire monter cette hauteur indéfiniment. Il faut qu'on se limite. Parce que les arbres, naturellement, ils ont besoin de faire de la ramure, du feuillage. Et si on essaie d'avoir une bille de pied de 10 mètres de haut, c'est-à-dire sans défaut, c'est quasiment impossible. Parce que l'arbre, en fait, chaque année, il émet un maximum de branchages et de feuilles pour vivre. C'est un vrai panneau solaire. Hein. Donc ça se développe, ça produit sans arrêt. C'est des vraies machines à produire. Et dans leur architecture, naturellement, lorsqu'ils sont hors forêt, à partir de 3, 4, 5, 6 mètres grand maximum, ils développent leur ramure principale. Alain vous montrait tout à l'heure un chêne où ils étaient tous grimpés dedans. Là. Bon, il y a peut-être 3-4 mètres voilà, de tronc. C'est l'objectif normal qu'on peut atteindre hors forêt. Et si on veut aller plus, on passe trop d'argent et finalement on n'a pas forcément un bon résultat derrière. Vous avez à droite les valeurs relatives. Si la valeur 1 est la référence pour le bois de chauffage en haut, sur un chêne, on peut atteindre jusqu'à une valeur 100 fois plus élevée, justement, du sol jusqu'au bout de cette flèche rouge, c'est-à-dire au bout du premier défaut. En chêne, aujourd'hui, on va de 5 à 500 euros du mètre cube. Comme je vous l'ai dit, il n'y a peut-être que 3% de l'arbre qui valent dans les 500 euros du mètre cube. D'accord ? Et tous les chênes ne peuvent pas donner ça. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous allez nous appeler au téléphone pour nous dire « bah ouais, mais combien ça vaut ?» La qualité, en fait, elle s'estime arbre par arbre. Ça veut dire qu'un lot, donner un prix comme ça sur un lot, c'est très difficile si on ne l'a pas vu. Et prendre des moyennes, c'est pour ça que je vous mets des fourchettes volontairement et pas un chiffre précis par qualité, c'est que prendre des moyennes, ça n'a souvent pas de sens. Au niveau des hêtres, il avait beaucoup de valeur avant tempête. Depuis la tempête, on a sacrément baissé. Ça reste une valeur sûre, même si bon, au niveau au niveau du bois, hein, même si au niveau du cours, depuis la tempête, c'est moins bon. Le frêne, les rapsicomores, vous voyez, les châtaigniers ont des valeurs assez élevées pour la meilleure qualité. Ce sont des espèces dont on peut se servir assez facilement aussi dans ce cadre-là. Il faut juste savoir une chose, c'est que pour le frêne, on a une maladie quand même sur le nord-est de la France qui est arrivée de l'Europe, enfin, au final c'est arrivé de l'Asie, qui nous cause beaucoup de mortalité en fait sur les jeunes plants. Donc pour l'instant sur le sud de la France, bon, on sait qu'il est probable que ça arrive à un terme, mais d'après les études, on a l'impression que la maladie serait un peu moins virulente. Mais aujourd'hui, en Seine-et-Marne, c'est vrai que je vous déconseillerais de planter du frêne en agroforesterie. Je ne vous dirai pas non systématiquement parce qu'il faut se faire plaisir. Et les risques sont élevés, donc si vous voulez en mettre, il faut en mettre un pourcentage réduit. Châtaignier se vend plutôt bien. Après, on est sur des essences, en fait, passées les 5 premières, qui ont des cours assez cycliques. Des fois, on peut ne pas vendre, des fois, on peut bien vendre. C'est-à-dire que le tilleul, l'orme, le platane, l'aulne, le bouleau, le merisier également, sont assez cycliques au niveau des cours. Le merisier, depuis 2007, par exemple, on avait beaucoup d'invendus. On n'arrive presque plus à avoir laissé prix. Peuplier grisard, bon, grisard, c'est un peuplier naturel. Hein. C'est pas des grosses valeurs. Par contre, tomber sur la dernière ligne, et là, les yeux s'ouvrent. Jusqu'à 3000, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais par contre, la plupart de ces arbres-là ont plutôt une valeur autour de 300 à 500 euros de mètre cube.
Dès qu'on dépasse, on va dire 500, c'est parce qu'on a vraiment une couleur exceptionnelle et qu'il n'y a pas de défaut vraiment microscopique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on dépasse ces valeurs-là, on va être sur des usages où vraiment la figuration est très importante et donc finalement le produit recherché est assez rare. Voilà. Donc la fourchette 500 à 3000 sur cette ligne-là existe, mais elle n'est pas commune. On est plutôt autour de 500. Vous allez me dire 500, on rejoint le prix du chêne, c'est pas mal. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le passé, c'est le graphique de gauche. Quand vous prenez le prix du bois d'œuvre jusqu'en 2010, en euros constants, on est sur des valeurs finalement assez stables. Bon, là, je passe les pics pétroliers, mais finalement, on n'a pas trop évolué. Donc, spéculer sur le matériau, bon, c'est pas forcément une autre solution. Par contre, Alain vous l'a dit, je vais vous le redire après, ce qu'il faut surtout, c'est plutôt bien choisir le couple d'essences, d'arbres et de cultures ou d'arbres ou d'animaux que vous voulez associer. Il faut que ce soit en adéquation avec votre terroir et puis avec vos envies tout simplement de production. Et partant de là, on part sur quelque chose de plus cohérent. On va rentrer un peu dans l'agroforesterie avant la fin. Alain vous l'a montré tout à l'heure par beaucoup de photos. C'est quand même l'agroforesterie, c'est quand même une source de diversification des revenus assez intéressante. Par contre, ça se fait à long terme. Pour le bois d'œuvre, les prix que vous avez pu voir et les simulations que vous pouvez vous faire en tête assez vite, c'est sur du long terme, on est bien d'accord. Par contre, il y en a beaucoup finalement d'aménités et d'avantages qui se font tout au long de la mise en place du projet. On vous disait tout à l'heure, au bout de 15 ans, on a vraiment des arbres qui ont déjà une forte influence sur l'évapotranspiration des cultures, voire sur l'échaudage, par limiter l'échaudage éventuellement. On a des arbres également qui nous entretiennent ou maintiennent la fertilité en fait, des sols grâce à l'apport de matière organique, qui est différent en substance de ce qu'on peut avoir au niveau des céréales. Donc pour l'alimentation des vers de terre ou d'autres animaux du sol, les bactéries ou les champignons, on a une diversité qui se crée de par la diversité finalement des apports. Et ça, c'est super important. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est quand même une application profonde de la part de l'agriculteur. On ne fait pas de l'agroforesterie juste pour le plaisir sans un minimum de réflexion, parce que souvent, on a des échecs. Il faut bien se dire ça. Si on ne prend pas le temps de réfléchir au départ, par rapport au choix de l'essence, par rapport à la mise en place au niveau du travail, parce que si on ne les compacte pas et qu'on a une grosse semelle de labour, les arbres vont peut-être démarrer correctement pendant 2-3 ans, mais ils vont être vite bridés. Et être bridés pendant toute leur vie, c'est un gros problème. Autant prendre le temps au départ de bien faire les choses. Je vous parlais de réflexion du choix, sur le choix du ou des couples à associer. On a vu plusieurs photos tout à l'heure, justement c'était assez intéressant, on peut reprendre les exemples là. Localement, j'ai vu des fruitiers et des moutons, des noyers et des céréales qui marchent. Quand je dis localement, c'est pas forcément qu'en Seine-et-Marne, mais c'est Seine-et-Marne et le département d'à côté, qui ont l'air de bien démarrer, et d'autres qui sont déjà installés. Mais il faut bien avoir cette réflexion-là, parce que on fait en tant qu'agriculteur pas juste pour soi, parfois on le fait aussi pour les enfants. Et c'est intéressant de pouvoir éventuellement les associer à la réflexion, de voir un petit peu les envies qu'eux ils peuvent éventuellement avoir à terme. Parfois, quand on transmet l'exploitation, voilà, dans le monde agricole, dans le milieu agricole, on sait qu'il y a une implication forte entre les générations, parfois des désaccords assez poignants sur la façon de concevoir l'exploitation. Mais justement, lorsqu'on initie un projet, c'est important d'associer aussi les enfants, parce que même si éventuellement vous voyez pour la retraite, parce qu'on peut avoir sur des productions finalement qui peuvent être pour la retraite lorsqu'on s'y prend assez tôt, on fait aussi pour les enfants. Alors le temps passé au départ, c'est, je vais citer assez rapidement, mais des points clés, c'est la préparation au moins 1 an avant la mise en place des plans. Si on ne le fait pas correctement, concrètement, on risque d'avoir des plans qui ne correspondent pas à notre souhait, en termes de taille, en termes de prix. Les essences d'élite, les merisiers Ingras ou autres noyers greffés, si on ne les commande pas à l'avance, les pépinéristes ne peuvent pas les fournir. Ou alors pas au prix qu'on souhaitait, parce qu'ils n'ont que des grands plans qui sont peut-être déjà plus chers, même si ça vous intéresse un peu moins au niveau financier. C'est réfléchir au schéma d'implantation. Il faut arriver aussi à pouvoir quand même calibrer
les lignes d'implantation par rapport au matériel. Si vous avez déjà vous allez continuer à faire des céréales, vous avez un épandeur qui fait X mètres de large, il faut qu'il puisse continuer à passer. Si vous arrivez au bout de champ et que vous n'arrivez pas à tourner, ou alors que vous blessez un arbre parce que plusieurs années de suite il manque de place, vous avez voulu, pour maximiser la production d'arbres, en planter un de plus, vous n'arrivez plus à passer. Donc des petites choses super importantes à penser au départ. La commande des plants, on l'a évoqué, travailler du sol à la bonne saison. Je pense que tous les sols ne sont pas travaillés, on l'a vu. Lorsqu'on veut décompacter, il est clair qu'il ne faut pas s'y prendre 3 semaines à l'avance. Sinon, le résultat il est nul. Et vu qu'on a planté, après on ne peut pas revenir en arrière en se disant je vais remettre un coup de soleuse et je vais redéplacer mes plants. Non, c'est pas possible. Maintenant, le temps passé annuellement. Il faut savoir qu'on en prend entre guillemets pour 10 à 15 ans d'entretien pour les arbres. Sur en fait l'entretien par rapport à la végétation concurrente, souvent en fait les herbacées assez concurrentielles par rapport à l'eau. Donc il y a des réflexions à avoir, on l'a vu au départ pour le paillage, mais après on peut avoir d'autres méthodes pour essayer de continuer à maintenir un petit peu la concurrence à un niveau correct. Et surtout, au bout de la flèche rouge, la taille et l'élagage. Si on veut produire du bois d'œuvre, on aura beau faire toutes les simulations qu'on veut. Si au bout de 10 à 15 ans, on n'a pas assez bossé en termes de taille et d'élagage, la simulation elle tombe à l'eau. On peut parler plein de choses en termes d'économie, de pourcentage, mais si on ne fait pas ça, c'est pas la peine. Donc c'est super important d'arriver à soit vous former, soit faire, mais à réussir justement la qualité de vos arbres sur les premiers mètres. Comme je le dis tout à l'heure, on ne cherchera pas forcément à avoir des arbres de plus de 4 mètres de tronc, mais au moins ces 3-4 mètres beaux, puisque c'est sur eux que va être concentrée finalement toute la production du bois. L'objectif, la taille c'est bien pour c'est le défourchage, c'est la coupe de branches assez protubérante. Le but c'est d'avoir un axe droit. L'élagage c'est autre chose, c'est le fait de partir vers le bas et de remonter vers le haut, la coupe des branches pour que justement on supprime, on le voit un peu sur le noyer à gauche, on supprime les premières branches qui vont finir par donner des nœuds dans le bois si on ne le fait pas. Le bout de la flèche là, vous voyez la coupe elle n'est pas au ras du tronc. Surtout, ne supprimez pas la partie un peu fripée là. Celle-là, c'est l'assise en fait de l'arbre pour recouvrir la plaie qui est faite après l'élagage. Si vous coupez trop près ou trop loin, vous allez avoir soit de la pourriture, soit parce que la plaie va se refermer très, très lentement et donc arriver de spores de champignons, soit une coloration du bois. Donc, il faut faire attention à ça. Vous voyez, le but de l'élagage, c'est bien d'avoir du bois sans nœud après. Donc, c'est-à-dire qu'entre le nœud qui est coupé là, qui est visible sur la droite et l'écorce, le bois est sans nœud. Et c'est ce bois-là qui est le plus valorisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on taille tôt, plus on maximise la production de bois sans nœud. En gros, pour vous schématiser, le travail pendant ces 10-15 premières années va se concentrer sur un noyau finalement au sein de l'arbre de 15-20 cm maximum. Et puis un arbre qui, lui, à terme, en diamètre, fera, on le souhaite, 50, 60, voire 70 de diamètre. Petite anecdote, là sur l'écorce, vous voyez encore la forme, enfin la trace en fait de la cicatrice, alors que vous voyez, il y a peut-être déjà 15 ans, 2 pouces, sans défaut. C'est un petit clin d'œil marchand de bois. Votre arbre, son diamètre, en fait, il est lié à son espace vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre isolé, l'arbre champêtre, il a, au même âge, et je le surligne, au même âge, il a un diamètre souvent plus fort que l'arbre forestier. Pourquoi? Parce qu'il a plus de place au niveau de sa tête. Vous voyez, à droite, il futait, bon c'est mal écrit, je le sais, mais les deux, en fait, ont de la concurrence à proximité de leur tête. Eux, ils ont cherché à croître en hauteur pour arriver à la lumière le plus vite possible. Sachant qu'ils ont toujours un peu de concurrence, même si on fait des éclaircies, ils n'auront jamais une tête aussi volumineuse que l'arbre hors forêt. Et c'est là la chance finalement de l'arbre hors forêt, c'est ce que je vous ai mis. L'arbre agroforestier pousse vite en diamètre car il n'a pas de concurrence et donc il intercepte plus de lumière. Je vous ai dit tout à l'heure, végétal, photosynthétise, donc comme un panneau solaire, il produit de l'énergie et là il stocke sous forme de carbone dans le tronc. Par contre, je vous mets en bas, il doit bénéficier systématiquement de taille et d'élagage, puisqu'en fait, vu qu'il n'y a pas de concurrence, il exprime plus souvent, en fait, c'est plus facilement les défauts éventuels qu'il peut avoir au sein même de son tronc. C'est-à-dire qu'il y a tout arbre a souvent des petits bourgeons dormants sous l'écorce qui sont prêts à sortir à la faveur de lumière. Donc on a besoin d'avoir un travail suivi pendant ce laps de temps de départ.
Vous avez des platanes, des alisiers, on va en voir un juste après. On ne sait pas en Seine-et-Marne pour cet exemple-là, c'est dans l'Allier. Il y a des études qui ont été faites par l'INRA depuis un certain temps, aussi par le CEMAGREF qui s'appelle maintenant l'IRSTEA, sur justement les coûts, les fonctionnements. Bon, voilà, on avance, Alain vous l'a dit tout à l'heure, on avance quand même sur les chiffres. C'est quand même un thème qui, depuis 5-7 ans, monte de plus en plus en puissance, non pas juste pour le plaisir, mais c'est aussi parce qu'on s'aperçoit que c'est vrai qu'économiquement, il y a un intérêt. Après, il y a des motivations qui ont été différentes. Souvent, les pionniers qui ont pu commencer avant pensaient on fait un pari, pensaient éventuellement à leur paysage, pensaient à d'autres choses. Voilà, la recherche avance et on va le voir après, on progresse encore sur les chiffres qu'on peut avoir à donner. Ça, c'est un alisier, vous voyez, qui est protégé contre une protection assez solide contre des bovins. Vous voyez la forme, souvent l'alisier, bon, il peut avoir tendance à former sa tête très très vite, c'est-à-dire développer des charpentières très 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 vite. Là, les premières charpentières sont pour l'instant à 2 mètres. On souhaite qu'ils continuent à monter, qu'ils ne s'étalent pas trop tout de suite. Mais effectivement, quand je vous parle de 3-4 mètres de billes, on peut pas. L'arbre, lui, il a toujours envie de développer latéralement, lorsqu'il est sans concurrence, des branches et développer sa tête. Si on taille, on va avoir une grosse différence de diamètre entre le tronc juste en dessous des charpentières et juste au-dessus. Et souvent, si on ne taille pas à la bonne époque ou si on n'élève pas à la bonne époque, il a même tendance à refaire des gourmands, c'est-à-dire des rejets. Là, c'est un autre couple. On a au fond des poules et des noyers noirs d'Amérique devant. Donc le couple marche assez bien. Vous voyez quand même que malgré tout, même si on plante peu d'arbres, on peut toujours avoir des arbres qui ont des accidents. Vous voyez un arbre qui est à gauche là au fond, qui est un peu courbé. Le suivi, voilà, vous voyez, on est à peu près déjà à 3-4 mètres de billes et on ne cherchera pas à avoir beaucoup plus. Par contre, vous voyez, les arbres sont assez près les uns des autres. Ça veut dire qu'au cours de la vie, sur les 50 ans de vie des arbres qu'on souhaite avoir pour eux, on va certainement enlever une partie pour continuer justement à avoir de la lumière au sol qui permette soit une culture associée, soit ici, à l'herbe aussi de continuer à pousser. On a vu qu'il y a des contre-exemples, hein. Alain montrait un dans le Maroc tout à l'heure avec l'argadresse, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est encore quand même en plein apprentissage malgré tout. Les points clés aujourd'hui, c'est quand même bien faire le point sur l'utilisation du matériel d'exploitation, parce que tout ce que vous pouvez avoir sur les exploitations est à prendre en compte pour calibrer, on vous l'a dit tout à l'heure, l'écartement entre les lignes, mais aussi pour les lagages ou la taille. C'est vrai que quand on a déjà un magnéto, éventuellement une nacelle ou quelque chose, on va d'autant plus vite et on est d'autant plus efficace dans le geste. Donc toutes ces petites choses-là, ça paraît bête comme chou, mais c'est bien de faire le point pour savoir comment s'organiser. On n'a pas, je vous ai dit tout à l'heure, bien réfléchir au couple, finalement, arbres et culture associée ou animaux, parce qu'au niveau des productions, on a vraiment des choses très diverses. On peut avoir très bien des noyers qu'on fait pousser pour le bois, mais dont on récolte aussi des noix. Là, vous avez un exemple frappant, c'est le secteur de la Dordogne et le secteur du Dauphiné près des Alpes, où ils font ça depuis des générations et ça marche très très bien. Et donc, du coup, la production n'est pas uniquement finalement une production de bois, mais aussi une production de fruits. D'ailleurs, à l'extrême, aujourd'hui, ils sont plus sur la production de fruits que sur la production de bois. Et c'est ne pas oublier aussi d'associer la haie, puisque finalement, il y a des choses qui vont peut-être plus facilement se mettre dans la production et dans votre consommation dans la haie, voire dans la pollinisation des cultures dans la haie, que uniquement dans la plantation de lignes d'arbres. C'est important d'y penser. Bon. Juste nouvelle époque de plantation sur la brie. Souvent, vous entendez l'automne au niveau national, mais en brie, on plante souvent au printemps. Pourquoi ? Parce que les sols sont très engorgés l'hiver et il y a souvent des asphyxies des racines parce que la période hivernale engorgée d'eau est trop longue. Et les plants forestiers ou agroforestiers respirent aussi par les racines pendant l'hiver. Donc si c'est trop engorgé, il peut y avoir asphyxie et mort. Donc voilà, au niveau des périodes de plantation, sur le secteur, il faut aussi penser éventuellement qu'on peut, dans l'organisation de chantier, planter plutôt au mois de mars, par exemple. L'espacement idéal des lignes, 2 fois la hauteur des arbres adultes. Bon, ça, c'est le retour un petit peu des chiffres un peu de l'INRA. Aujourd'hui,
Un des points clés, c'est à peu près la densité de 40 à 100 hectares, plutôt implanté nord-sud. Des plants jeunes, Alain vous l'a dit, d'une part parce qu'ils ne coûtent pas cher, mais surtout parce qu'ils reprennent mieux que les vieux. Plus on transporte des arbres âgés, plus on est obligé de faire des gros trous, et donc plus ça coûte cher, mais surtout, plus ils ont des crises de transplantation fortes. Donc du coup, on n'a pas intérêt forcément, même si effectivement pour l'œil, et je ne parle pas de l'ornement, on est vraiment dans un cas d'agroforestier, pour l'œil c'est plus sympa effectivement de voir des grands arbres. Alain tout à l'heure vous montrait, on l'a aussi sur la photo, là, on voit plus les chaussettes noires que les plants. Il ne faut pas vous inquiéter, s'ils sont bien paillés, si on a choisi la bonne essence, et si c'est implanté jeune, ça part très vite. Et protéger systématiquement, gibier ou bétail selon les endroits, paillés. Alors Alain vous parlait tout à l'heure le plastique, on l'a un peu banni, même si c'est grâce à lui qu'on a récemment redécouvert, enfin récemment, il y a une cinquantaine d'années maintenant presque, redécouvert l'impact vraiment très positif du paillage. Le BRF et la paille sont les deux moyens de paillage les plus intéressants pour leur coût et pour leur efficacité en fait, par rapport au sol. Par contre, vous voyez la hauteur, on peut mettre une grosse hauteur de paille, il ne faut pas hésiter, sinon il faut repasser souvent. Autre liste de points clés, j'en finirai sur les points clés, c'est protéger systématiquement, planifier annuellement les périodes en fait, des charges de travail. Si vous n'arrivez pas à minimum à vous organiser au niveau de la charge surtout de taille et des lagages, ça peut vite devenir compliqué. J'entends par là, en fait, au niveau des tailles et des lagages, on travaille surtout entre juin et août. Ça veut dire que ça peut être en partie pendant la moisson. Donc il faut soit commencer avant la moisson, soit le faire après la moisson. Mais effectivement, pour qu'il n'y ait pas trop de repousse sur les troncs, contrairement à d'autres objectifs ornementaux ou arboricoles, en forêt et sur les arbres agroforestiers, on taille en vert. Et même si l'écorce est très sensible et peut se détacher facilement à cette époque-là, parce que physiologiquement, on va limiter énormément la repousse de rejet à N+1, et aussi parce qu'on va augmenter la rapidité au fait, de la cicatrisation. C'est-à-dire que si on taille en juin, votre plaie, si elle est petite, elle peut être recouverte à plus de 2/3 de sa surface à l'hiver, enfin avant l'hiver. Donc on limite énormément l'entrée des champignons. Bon, moins de 50 arbres iront à terme, ça c'est important de le savoir, même si on en plante éventuellement 50 à 100 au départ, donc on fait malgré tout un choix, sinon on n'arrive pas à combiner les deux. Au niveau des prix, bon, je passe assez vite sur un tableau comme ça, mais il faut savoir qu'au niveau de l'installation, les postes fournitures, travaux et conseils, on part de en gros 20 €, enfin 15-20 € hors taxe, et on peut monter jusqu'à 60. Au niveau des plans, plan classique jeune, c'est 1, 2, 3 €. Par contre, si vous êtes sur des implantations d'arbres fruitiers, variété ancienne, greffée, tip-top, vous allez facilement monter à 25 €, voire des fois 30. Donc ça dépend du couple que vous voulez associer. Aujourd'hui, il y a des aides jusqu'à peu près 70% des frais d'installation, grâce au travail de la FAF et grâce à l'Europe, pour partie. Par contre, il n'y a pas d'aide actuellement sur les travaux d'entretien. Il en existe dans certains départements, mais localement, pour l'instant, il n'y a rien. Au niveau de la perte de marge brute sur la culture associée, c'est-à-dire vous allez me dire, bah oui, on a planté, mais du coup, là où on a mis les arbres, il n'y a plus rien. On a au départ, effectivement, en moyenne, 4 à 10% de la surface qui finalement donc, est occupée par les arbres et qui occasionne une perte de marge brute. On a une baisse de rendement de la culture intercalaire lorsque les arbres vont mûrir finalement donc après 15 ans, lorsqu'ils ont entamé un peu leur développement. C'est l'image finalement de longue portée que vous avez sur la photo sur la culture. On a une baisse de rendement moyenne à peu près de 20-25% lorsqu'on a vraiment le souci d'avoir une agroforesterie stable, c'est-à-dire qu'on a le souci, durant la vie des arbres, d'amener la densité en deçà de 50 tiges. Il faut vraiment garder la lumière pour la culture intercalaire. Maintenant, pour la simulation un petit peu sur ce qu'on peut obtenir, si on part, on va dire, sur 50 arbres mûrs à l'hectare, on obtient à peu près 25 à 60 mètres cubes de bois d'œuvre sans les récoltes intermédiaires. J'entends par là bois de taille, et puis éventuellement même les fruits ou les autres produits. Je parle uniquement bois d'œuvre. Deux exemples. Pour donner une idée, sur un sol où on a bien fait attention à l'essence qu'on plantait,
on a appliqué tous les soins jusqu'à la hauteur voulue pour maximiser le volume de bois d'œuvre, on peut facilement obtenir 50 mètres cubes donc à l'hectare pour à peu près une valeur moyenne de 600 € dans les baux de noyer. Ça fait à peu près 25 000 € sur 40 ans. Par contre, on peut très bien avoir un choix un peu trop rapide où on a été un petit peu trop présomptueux et un défaut d'entretien qui fait que finalement les billes de pied sont plus courtes et se retrouver qu'à 25 mètres cubes produits pour 400 €, parce qu'on a une qualité plus faible. Et ça sur 60 ans. Vous voyez, donc tout est à relativiser. Le bon choix de départ fait le bon résultat à l'arrivée quand même. Les points importants. Choisir le couple adapté au projet, ça on peut pas y échapper. Et avoir envie de suivre ses arbres. Si clairement vous n'avez pas envie, soit vous faites aider, soit vous faites faire par l'entreprise, il faut intégrer directement au départ les choses. Il faut savoir qu'on en prend pour 10-15 ans, pour le faire correctement. Ne pas oublier la haie dans vos réflexions. C'est-à-dire qu'au niveau du bois de chauffage, si vous avez une chaudière ou d'autres choses, la plantation d'arbres, elle va effectivement être un apport, mais ne doit pas être l'unique apport pour vos besoins. Il y a aussi pas mal d'arbres qui ont tendance à faire pas mal de branches basses très rapidement, qui sont un peu plus difficiles à conduire. Parfois, ils sont plus faciles à conduire dans la haie, tout simplement. Donc, ça veut dire que vous pouvez quand même produire du bois d'œuvre, mais pas forcément qu'en ligne. Donc c'est un outil parmi d'autres. Consacrer une surface raisonnable de son exploitation. Bon, d'une part parce que le prix du bois, on vous l'a dit, il y a toujours des incertitudes parfois sur certaines essences qui peuvent être un peu cycliques. Lorsqu'on diversifie les essences, il y a des essences pour lesquelles effectivement on peut pendant 10 ans avoir un très bon coup et puis pendant 10 années qui suivent un cours plus bas. Même s'il y a des valeurs sûres comme le chêne ou le noyer, il y en a d'autres qui sont plus cycliques. Et puis c'est une question, l'histoire des huiles de panier par rapport à la surface de votre exploitation. C'est vrai que c'est bien d'en mettre une partie, mais de la mettre tout au maximum tout de suite, ça peut être un peu risqué si vous ne maîtrisez pas encore les techniques et si vous venez juste de débuter. La rentabilité financière actualisée en fait est assez correcte parce qu'en moyenne on est quand même entre 0 et 20% finalement de plus par rapport à la seule production agricole. Au-delà finalement de l'étagement de la culture d'arbres et de la culture en dessous qui permet d'intercepter plus de lumière et produire plus, on a aussi au global, si on regarde les dépenses et les charges, à peu près ces chiffres-là. Je voudrais conclure juste sur une dernière chose, c'est que c'est bien la perception de l'arbre par l'agriculteur qui est moteur en fait pour le passage à l'acte. Clairement, c'est ce regard-là qui va faire qu'on a envie éventuellement d'aller plus loin. Et il ne faut pas que ce soit subi, quoi. Parce que si c'est juste une petite lubie du moment, vous allez effectivement vite tourner la page. Il faut vraiment que vous ayez envie. Et partant de là, effectivement, vous avancerez sans problème. Merci.